On n'est pas chez nous, hein. Authentique. Attends, on va mettre les fleurs. Un truc un peu fifi, quoi. Bonjour et bienvenue dans les Dessous de l'artisanat, le podcast pour les artisans qui font transmettre et qui font perdurer l'excellence de savoir-faire à la française. Avant de démarrer, cet épisode est en partenariat avec Real West qui me soutient et aide à produire cette émission en mettant en relation les artisans membres du réseau, comme Joanne ici présent. C'est une plateforme collaborative et un réseau professionnel situé dans le Grand Ouest, visant à aider les artisans à développer leur activité en mettant à disposition des outils et supports comme une base de données d'événements, un annuaire pour améliorer son référencement et plein d'autres ressources super utiles pour développer son activité. Je te laisse découvrir l'étendue du champ d'action de Real West en description de l'épisode et nous commençons. Moi je vais te présenter parce que je sais que c'est chiant de se présenter. C'était un peu difficile de savoir par quel bout commencer, parce que tu as eu 1000 vies, tu fais plein de choses. Tu as commencé dans les sciences de l'environnement, puis tu es devenue agricultrice pendant une dizaine d'années, et cette expérience, tu l'as mis dans un bouquin, si présent. Dans 2 livres, celui-là c'est le 2e. 2 livres, Paysanne et Paysan. Voilà. Et du coup, tu es éditrice avec 7 livres publiés actuellement. Tu t'es présentée à moi comme photographe, mais tu fais aussi de la peinture. En bref, tu es une artiste aux 1000 carrières, aux 1000 casquettes. Ne pas amuser. Et ce que j'ai retrouvé un peu comme élément central autour de tout ça, c'est le partage, la nature et l'homme. Avant d'enregistrer justement cet épisode, on a fait un premier échange et tu m'as beaucoup parlé des difficultés du statut d'artiste aujourd'hui et des engagements aussi que tu avais pour améliorer ses conditions de vie. Donc c'est sur ça qu'on a décidé de partir parce que tu m'as l'air quand même très légitime en fait à parler de ce sujet. Vaut mieux qu'on parte sur une base saine pour tout le monde et rappeler la définition de ce qu'est le statut d'artiste. C'est une personne qui crée des œuvres originales dans le domaine littéraire, scientifique ou artistique. Cela inclut une vaste gamme de professionnels tels que les écrivains, compositeurs, peintres, sculpteurs et photographes. Ces artistes bénéficient d'un régime spécifique rattaché à l'URSSAF. Donc ça, juridiquement, c'est ce que c'est un artiste. Pourquoi, toi, tu as choisi ce statut ? J'ai fait le choix quand je me suis reconvertie, puisque avant, j'ai eu effectivement plusieurs carrières. Juste pour rebondir, je viens des sciences de l'écologie, de l'environnement. J'ai commencé par être salariée, dans le milieu associatif notamment. Et après, à force de rencontrer dans ce cadre professionnel-là des paysans heureux et des paysannes heureuses, comme j'aime le dire, agriculteurs, etc., je me suis dit, je vais me lancer dans cette carrière qui faisait sens. Et puis, ça s'arrête au bout de 10 ans. Et là, je me dis, je vais oser aller vers cette carrière artistique qui me fait du pied depuis très longtemps, en fait. Et voilà. Donc, ça se présente un peu comme ça. Donc, c'est assez brutal comme changement de vie. J'arrête l'agriculture et là, je me dis, je me lance. Donc j'avais des projets de livres en cours avec une maison d'édition. Je dessinais, je peignais, je faisais de la photo, il y avait tout ça. Et j'ai essayé de trouver de l'information à l'époque. Et donc je me suis dit, a priori, il faut que j'émarge à la Maison des artistes, la MDA ou la GESA à l'époque. Donc c'était en 2016, c'est pas il y a 50 ans. Et je dois dire que très vite, je me suis sentie hyper dépourvue. Enfin, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait rentrer dans des boîtes, encore une fois, dans des cases, et ça, c'est récurrent. Mais alors, photographe, c'était un statut. Quand on est peintre, c'est un 2e. Quand on est auteur, etc., c'est un 3e. Et quand on donne ou on pense à donner des ateliers, c'est un 4e. Donc, autant dire que c'était un bordel monstre et que j'ai fini, justement parce que j'avais travaillé dans le milieu associatif, par me dire, je monte une association. Donc cette association, je l'ai montée, comme c'est possible de le faire en France, donc en faisant le choix d'une association loi 1901, donc qui permet de couvrir une activité professionnelle en fait. Donc ça m'a permis moi de me lancer en fait dans ce monde artistique, en étant extrêmement étonnée quand même du peu de retour des organismes censés nous aider quoi. Et en fait, tu verras dans ces livres comme celui-ci où je parle des paysans, là, j'utilise beaucoup les témoignages. Et là, ce que je veux faire avec toi, c'est témoigner, moi, de mon expérience. D'autres en auront sans doute une très différente. En tout cas, moi, ça a été celle-là.
celle-là. Cette absence d'interlocuteur, mais nulle part, quoi. Donc des mails qui restent en réponse, des appels téléphoniques sans réponse, etc. Donc on fait comme on peut, on essaye de se dépatouiller, et puis que dire. Aujourd'hui, très bizarrement, puisque je fais du livre, j'ai fini par trouver, avec l'aide d'un cabinet comptable, un statut qui couvre mon activité. Donc je suis dans les imprimeurs et autres labeurs, exactement, donc un truc assez improbable. Ma comptable de l'époque m'a dit, voilà, ça va te permettre, toi, d'avoir un seul SIRET. Donc j'ai arrêté le SIRET artiste, puisqu'effectivement, tu as parlé de l'URSSAF. Donc après la Maison des artistes et la GESA, il se trouve que tous les artistes ont été pris en charge par l'URSSAF du Limousin. Voilà. Et donc pendant un temps donné, j'ai eu, et j'ai encore des paperasses à gérer très régulièrement avec ces deux URSSAF, mais officiellement, depuis 2021, je suis en entreprise individuelle avec un numéro SIRET qui dépend de la maison de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà. Pour te dire comment, effectivement, c'est étrange. En même temps, je me sens effectivement plutôt artiste, autrice que artisane, mais officiellement, fiscalement, administrativement, je dépends de la Chambre des métiers. Et dis-moi, quels sont un peu les avantages et inconvénients justement d'être dans ce statut? Moi, disons qu'après des années un peu de galère, donc j'avais une association, j'ai décidé de passer sous statut d'entreprise parce que, pour plein de raisons, pour plein de raisons, je ne sais pas si c'est la bonne décision. Ce qui est évident aujourd'hui, et ce dont encore une fois je peux témoigner, c'est qu'en dépendant de la maison de la Chambre des métiers, en payant mes cotisations, j'ai des droits à la formation. Tout ce début d'année, je me suis dit, allez, je vais faire ces formations proposées par la Chambre des métiers sur le web, tout ça. Et c'est des choses que je demandais depuis 6 ans, et en fait auxquelles je n'ai jamais eu le droit d'émarger. Parce qu'évidemment, quand j'ai fini ma carrière agricole, comme tous les indépendants, pas de chômage, rien du tout, donc on pointe au RSA. C'est le choix que j'ai fait, parce que j'avais envie de me lancer très sérieusement à 40 ans dans une carrière artistique, parce que voilà, c'était important pour moi à un moment de m'épanouir et de faire un choix qui... Et puis, dans mon autre carrière avant, j'avais jamais non plus gagné beaucoup d'argent. Enfin, bref, donc je me suis dit, je vais faire ce choix-là, qui n'est pas évident, voilà. Mais dans le cadre du RSA, ce dont j'ai envie de témoigner, tu comprendras que je suis assez engagée, parfois remontée, mais je pense que les gens de terrain ont beaucoup à dire, c'est qu'il y a 0 accompagnement. Et que ces années où j'ai été au RSA, j'ai à plusieurs reprises dit, c'est absolument lamentable ce qui se passe en termes d'accompagnement pour les gens qui rencontrent un accident de vie, quand on veut être politiquement correct, et encore très jeune, mais voilà, ça arrive à beaucoup d'entre nous, une rupture, une boîte qui ne tourne pas, bref, un problème de santé. Il peut y avoir plein de raisons à un moment donné de se retrouver dans la case RSA, et là, ouais, je tiens à le dire parce que j'en parle de plus en plus et j'en parle régulièrement dans les échanges que je peux faire. C'est aussi évoquer cette réalité-là des indépendants qui un jour, on est dans cette case et là, l'accompagnement, il est pour ma part minable. Voilà, minable. Donc j'ai vraiment eu le sentiment de perdre énormément de temps et d'énergie à essayer de me dépatouiller dans tout ça. Donc ce dont j'ai envie de témoigner, c'est aux gens, n'abandonnez pas. Tenez à vos projets, tenez fort, accrochez-vous, ça ne sera pas forcément évident, et je pense que ça, il faut le dire. Il y a des personnes, sans doute de ressources, je ne vais pas dire j'en fais une parce que je ne peux pas tenir une permanence téléphonique, mais n'empêche que je me garde à la disposition si ça peut aider à faire avancer. Voilà, donc pour la Chambre des métiers, en tout cas, il y a des formations proposées qui ne sont pas forcément adaptées non plus à tous nos métiers de la création. Là, je suis plutôt sur des bases qui sont assez importantes dans les métiers en tant qu'indépendant, c'est-à-dire faire de la gestion, c'est important, savoir maîtriser les réseaux, oui, c'est aussi important, même si moi, j'y arrive toujours pas, mais voilà. Donc très clairement, c'est quand même pour moi beaucoup mieux que ça ne l'a été. Je comprends totalement. Pour le coup, malgré mon jeune âge, quand je me suis lancée, j'ai été livrée à la jungle. J'ai eu droit à rien, je rentrais dans aucune case. Et j'en parle dans un des épisodes du podcast, justement parce que j'ai eu une carrière dans la marine et j'avais le droit à rien, parce que je suis pas restée longtemps. Et j'avais pas connaissance des dispositifs qui existaient. Et ça aussi, il existe plein de trucs. Surtout en Bretagne, il y a énormément de trucs. Mais on sait
faut vraiment aller chercher pour les trouver. Et encore, des fois, ils sont un peu planqués. Il faut déjà vraiment avoir un bon pied dedans, être dans des réseaux, être déjà dans cette démarche entrepreneuriale. Et c'est vrai que je trouve ça aberrant qu'on puisse se lancer sans rien. Avant, il y avait une formation obligatoire, je crois, justement, assez complète, je crois, qui durait 2 jours. C'était obligatoire à la CMA avec justement de la gestion, tout ce qui est micro-entreprise. En fait, gestion d'entreprise, en fait, tout de façon globale. Il y a dû avoir sûrement d'autres modules. Mais avant, c'était obligatoire, maintenant, ça l'est plus. C'est vrai que les formations à CMA, elles sont pas mal. Et quand tu étais artiste, il y avait quand même un peu des avantages, quand même, ou pas du tout? C'était vraiment... Ah, moi, ça a été 0. Ah ouais, 0. Après, apparemment, moi j'ai eu ce statut d'artiste pendant le Covid, pendant des périodes compliquées. Mais par exemple, quand j'ai commencé à faire du livre, parce que pendant le Covid, il était plus possible d'exposer et que tout tombait à l'eau, je me suis dit, bon voilà, je vais me consacrer à l'écriture d'un bouquin qui va me prendre du temps, je le savais. Je me suis dit, bon, je vais pas rester à rien faire, c'est pas ma nature. Et puis, peu importe, je juge pas. Mais en tout cas, moi, le Covid, il a été plutôt source de travail. Voilà, même s'il y avait les enfants, même si c'était loin d'être une sinécure, mais je me suis en tout cas dit, pour moi, c'est le temps de m'atteler à un gros projet d'écriture. Et là, pareil, j'ai appelé la Maison des Artistes pour savoir comment je faisais, parce que je faisais un financement participatif, où j'allais rentrer mes revenus, dans quelle case les mettre. Personne. Donc on fait des déclarations et on ne sait pas si c'est bon. Peut-être qu'un jour, on va nous tomber sur le coin du nez en mode, voilà. Et autant dire que je me suis rendu compte qu'il y avait dans les administrations des gens extrêmement serviables et courtois. Et je dois dire de plus en plus, d'ailleurs, je suis très agréablement surprise. Et en même temps, quand j'ai appelé les impôts, parfois on m'a dit on n'est pas là pour vous conseiller. Voilà. Bon. Donc c'est jamais évident. Effectivement, les ressources ne sont pas toujours disponibles. Et moi, par exemple, pour être soutenue en tant qu'entrepreneur, ça intéressera peut-être beaucoup de femmes qui sont, par exemple, qui ont le bénéfice du chômage, etc. Au bout d'une certaine période de chômage, on peut prétendre à des dispositifs comme Bretagne Active ou autres. Moi, j'ai jamais voulu pointer au chômage alors que j'avais une activité artistique. Je suis très très con parfois, mais je suis jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que je considère qu'être artiste, c'est pas être au chômage. C'est une activité pleine. Oui, donc il aurait fallu, ça tient à rien, ça tient à une croix sur une déclaration tous les mois, qui aurait voulu que je dise que je cherchais une activité alors que j'étais artiste, et ça m'aurait donné droit à des prêts bonifiés ou à des aides ou à des dispositifs. Mais c'est quoi ça? Ça veut encore entériner le fait qu'être artiste ou être artiste pour faire court, ça serait pas une activité. Franchement, je suis jusqu'au boutiste sur certaines choses, mais les gens qui me connaissent, ça les surprendra pas. Non, la vie artistique, ça me permettra de rebondir sur un truc qui arrive vraiment très fort dans ma tête en ce moment, mais on a tellement entendu ce non essentiel. Mais j'en peux plus, en fait. Ça me rend dingue, en fait, aujourd'hui. Quand on continue de se décrire comme artiste et non essentiel, c'est un peu, quelque part, participer à ce sentiment que, il y a les... non, en fait, j'ai fait des produits alimentaires à une période de ma vie, j'étais essentielle, aujourd'hui, mais non, en fait. Pour moi, c'est un militantisme du quotidien, de dire, non, artiste, je suis désolée, je cherche pas du boulot. Développer une entreprise, c'est un travail à temps plein. Maintenant, je ne suis plus à temps plein dans mon entreprise, je me rends compte davantage. Et justement, quand tu disais que c'était non essentiel, du coup, en quoi le travail artistique est essentiel à tes yeux ? Alors moi je suis vraiment pas une théoricienne, donc tu vois je pourrais pas, je viens d'un milieu plutôt rural, agricole, j'en parle, mais gamine en fait, tu vois c'est con mais j'ai jamais été au ciné avec ma famille, mes parents, j'ai jamais été à la bibliothèque, etc. Et en fait j'ai découvert la culture relativement tard en fait, mais par contre j'écoutais évidemment à l'époque les 33 tours, et voilà, donc évidemment la culture elle est là tout le temps, elle est omniprésente, ça va être la musique, ça va être les livres. Alors moi je suis une grande lectrice, donc voilà, ça a été donc c'est essentiel. Comme je dis, les livres ça fait voyager, ça fait grandir, ça transmet plein de choses, le pire et le meilleur, il y a des bouquins exécrables dans le contenu. Alors, je parle pas forcément de la forme, je parle du fond, mais peu importe. Donc, mais en tout cas pour moi oui forcément tout ça c'est hyper important, ça participe de notre équilibre.
Ça me fait penser à un petit conte, j'adore les anecdotes, etc. Mais j'étais jeune, hein, tu vois, une petite ado encore. Et qu'il faut toutes sortes de personnes avec toutes sortes de compétences dans le monde, en fait, tu vois. Si on faisait tout bien, tout le monde faisait tout, il n'y aurait pas d'interaction, on collaborerait pas. Chier de fou. Donc voilà, tu me dis, voilà, c'est de façon triviale, comme dirait mon prof de l'époque, mais c'est tout à fait ça. Et justement, la culture, qu'est-ce que ça apporte d'essentiel? Moi, je trouve que la culture, c'est quelque chose qui est quand même d'assez... qui s'ancre dans le temps, notamment les livres. Quelque chose qui se transmet sur des générations. On peut trouver ça anodin, mais c'est fou qu'aujourd'hui, même encore, on lit du Victor Hugo, du Romain Gary, du Zola. Et alors que là, tu vois, d'autres formes de culture sont moins pérennes dans le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose, surtout aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec toutes cette technologie, peut-être aussi on perd cette valeur culturelle et c'est devenu tellement normal. On dévalorise justement tous les métiers artistiques parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc, je pense notamment à la photo. Oui. Je pense qu'on a sûrement d'avoir eu des remarques. Ce que tu dis m'inspire plein d'éléments de réflexion. Sur la photo, par exemple, moi j'ai commencé, c'était argentique, c'était pas très, c'était extrêmement cher, donc très vite ma pratique elle a été extrêmement restreinte. Donc j'ai trouvé que la photo numérique permettait aussi un accès à ce média-là à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens, parce qu'à l'époque, tu vois, pour l'anecdote, une pellicule 24 poses, c'était 15 € quand même. Donc tu vois, t'en faisais pas beaucoup. Quand là, tu flashes des fois 400 photos en 1 heure quand tu fais de la macro, et ça va vite en fait. Donc voilà, moi je trouve que la photo, et je le dis, effectivement, elle est rendue accessible, il y a le pire et le meilleur. Donc en tant que photographe, il y a le challenge d'émerger dans la masse des images, sans parler de la masse des photographes. Et du coup, tout ça m'a par exemple amené à me dire, bah ouais, par exemple, moi je fais de la photo nature, comment veux-tu émerger dans la masse d'images? Donc tu vois, ça m'a aussi amené en réflexion en me disant, bah alors, bon, j'adore la photo, j'ai pas envie d'arrêter. Par contre, où aller ma plus-value? Moi, je connais le milieu agricole. Je connais très bien ce milieu-là. Je faisais beaucoup de paysages, mais le portrait, finalement, l'œil, quand tu t'exerces à faire de la photo macro comme moi, ou photo de paysage, à un moment, tu t'exerces aussi à photographier l'humain. Puis j'avais commencé aussi. Du coup, je me suis dit, ma plus-value, elle est là, sur ma connaissance du milieu agricole. Donc je vais aller dans cette direction par exemple. Et ma photo, aujourd'hui, je la mets beaucoup en bouquin depuis toujours, mais mon pari il est là. Et donc finalement l'artiste que je suis devenue ou qui était en moi, peu importe, c'est transmettre là toute une réflexion alors, autour de la nature, de l'environnement, et puis surtout des gens qui la font. Donc le travail est engagé pour ma part, je sais pas comment le définir, mais oui, par exemple j'ai fait le choix de l'agriculture biologique. Je dis pas que c'est le top, que c'est mieux. Par contre, je suis convaincue de la pertinence de ce modèle-là par rapport aux enjeux climatiques du moment, par rapport aux enjeux sociaux, et ça c'est hyper important de le dire, par rapport à plein de choses. Donc ça, je l'explique. Et le travail de l'artiste, c'est le mien. Donc, et du coup, tu vois, par rapport à la valeur, et je continue mon travail un peu engagé en te disant ça, mais par exemple, tu vois, j'expose. J'ai fait le choix un peu débile, je suis un peu jusqu'au boutiste, mais de développer, de faire des expos photos sur le thème de l'agriculture, là, les femmes. C'est des photos que je ne vendrais pas, t'es bien d'accord? Une femme au cul d'une vache, elle a beau être sympa, la vache ou la femme, personne ne va acheter. Voilà, à part monsieur, peut-être, mais c'est tout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des photos, je sais qu'elles ne seront pas vendues sur les expos. Par contre, c'est la vocation pédagogique de ce travail qui m'intéresse. Évidemment, j'ai accueilli des groupes sur des expos. J'ai accueilli des groupes d'écoles, d'écoliers, de jeunes gens en formation cuisine, par exemple, parce que le lien entre l'alimentation, ce qu'on mange, tout ça, c'est pas encore évident pour tout le monde. Il faut quand même savoir qu'en cuisine, ils n'apprennent pas encore toujours la saisonnalité des produits, donc ne serait-ce que ça, c'est important. Donc tout ce travail-là, je le fais bénévolement. Je le fais bénévolement parce que je suis engagée, mais est-ce que c'est normal? Et est-ce que c'est normal qu'on ne me paye pas pour ça, mais par contre, on me critique parce que je touche le RSA? Tu vois ce que je veux dire? Posons-nous les vraies questions. Là, j'ai fait des devis pour intervenir en établissement scolaire parce qu'il y a des enseignants qui croient en la valeur de la photo, de l'art, pour parler d'écologie, d'environnement. On me dit, écoutez madame, on n'a pas l'argent pour vous faire venir pour une demi-journée avec des frais de déplacement, il n'y a pas l'argent. Par contre,
Dans le même temps, il y a des budgets de 400 000 € par an de facture EDF pour un établissement. Il n'y a pas 400 € pour faire venir un pro de la photo, un artiste, il n'y a pas. Donc où ça cloche ? Posons-nous juste les questions. Moi, en tout cas, il n'y a pas de problème. Comme je dis, je veux bien apprendre à éteindre les interrupteurs, qu'on fasse des économies là et que cet argent-là, on le remette dans des animations. Je veux dire, c'est très facile. Elles sont où les volontés politiques ? Interrogeons-nous. Donc depuis des années, je continue sur ce message, je ne me lasse pas, je suis juste par période très fatiguée et très lasse, clairement. Mais je continue, notamment en pensant aux jeunes. Ta génération, puis ceux qui arrivent. Et c'est vrai qu'à la culture, on pense divertissement maintenant. En tout cas, je trouve que maintenant, quand on pense culture, on pense forcément au divertissement. Mais on oublie cet aspect aussi pédagogique qui est ultra important, surtout auprès des jeunes. Et je pense notamment, surtout en milieu urbain, qui sont quand même assez détachés de la nature. Je trouve qu'on a de la chance en Bretagne parce qu'on est quand même il y a un bon combo urbanisme et campagne qui est très intéressant et qui permet de pas non plus être trop détaché. Je reviens un peu sur le statut d'artiste. C'est quoi être artiste au quotidien ? Est-ce qu'il y a des spécificités, des obligations peut-être auxquelles on pense pas ou qui n'est pas forcément implicitement marqué en première page du site La question est très large. Ce qui est sûr, c'est que c'est un métier où il faut, pour ma part en tout cas, beaucoup anticiper. On est rarement dans le moment présent. C'est assez paradoxal parce que tu vois, avec le temps, je me dis il faut que rester dans le moment, c'est important de profiter. Et en même temps, c'est un métier où il faut tout le temps anticiper. Pour moi, en tout cas, sur des salons, sur les projets de bouquins, c'est des projets à 1, 2, 3 ans. Trouver des financements, tu vois, il y a plein d'interrogations comme ça. Donc tout ce travail-là, pour moi, est extrêmement conséquent. La communication reste aussi quelque chose de très important dans notre époque de réseau. Toi, tu es de la génération née un peu avec ça. Moi, j'ai appris mon premier ordi, les premiers réseaux internet, tu vois, je sortais de la fac. Donc, il faut s'y mettre. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est un super moyen aussi... comme la photo tout à l'heure, tu vois. Ça se démocratise, donc je trouve ça génial qu'aujourd'hui, toi, tu puisses faire un podcast, que je puisse envisager le mien, que je trouve ça super. Et en même temps, là, tu vois, régulièrement, je pose des petits coups de gueule ou des petits coups d'interrogation sur à quoi servent nos contenus, par exemple. Je me rends bien compte que la dimension... la question du sens revient. Donc pour moi, c'était faire du bouquin. Et donc, le business plan, à partir de là, c'est effectivement, je fais un livre, ça me coûte tant, j'intègre l'effet d'impression, et puis après, reste à mettre en face le prix qu'on veut vendre, le prix de tout, etc. Donc moi, techniquement, j'ai fait plein de tableaux Excel avec combien je dois vendre, etc. Je pense être de ceux qui ont réfléchi leurs coûts. Et pareil, là, il n'y a pas de réponse simple. Par exemple, moi, sur ce bouquin, j'ai voulu un prix accessible, donc c'est 29-30 €, c'est un boulot de dingue. Donc il y a des libraires, par exemple, qui vont suivre sans souci. Moi, j'essaye de vendre en achat ferme avec des conditions qui sont imposées en fait par les métiers du livre. Un livre, il n'y a pas de mystère. Un libraire prend 35% sur le prix hors taxe. Donc, dans la chaîne du livre, si tu veux, il reste, si je compte bien, 65% à se partager entre l'éditeur, l'auteur, le distributeur, tout ça. Donc, comme moi, je fais ma vente directe, comme en agriculture, j'aime bien faire les ponts, je récupère ces 65%, mais qui doivent payer mon travail, payer l'imprimeur, payer ma correctrice, payer ma com, payer tout ça. Donc après, évidemment, c'est un pari. Sur le premier de ces 2 livres-là, je me suis dit, si j'en vends 600, 700, 800, c'est bon, je gagne de l'argent. Donc j'ai gagné de l'argent que j'ai réinvesti, par contre, pas très efficacement dans un loyer pour un local qui avait aucune visibilité commerciale. Et voilà. Donc ce dont je suis sûre, c'est que mon business plan peut fonctionner. Maintenant, mon enjeu à moi, par exemple, si je veux être tout à fait transparente et claire, c'est d'avoir de la trésorerie pour pouvoir produire plus de livres. Parce que faire un bouquin en Bretagne, parce que tu vois, j'essaye d'aller au bout de ma démarche, en Bretagne, en France, ça coûte de l'argent. Quand tu vois que dans plein de lieux, les bouquins, ça vient d'Europe de l'Est, etc., c'est un vrai choix. J'essaye d'être cohérente. Mais aujourd'hui, je pose à chaque fois la question. Faire en Bretagne ne me fait pas vendre un bouquin de plus, qu'on soit clair. On viendrait peut-être me reprocher si j'allais ailleurs, mais le fait de le faire en Bretagne, ça ne me rapporte pas de lecteurs, ça ne me rapporte pas... du tout. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, si j'ai envie d'être provocante, qu'est-ce que je fais ? Je vais en Chine et au moins je vais gagner. Et qui viendrait me reprocher ? Et pourquoi ? Il sera bien reçu. Voilà, tu vois, il y a un moment, c'est compliqué. Je pense qu'on est très nombreux à être très exigeants sur ce qu'on fait.
Pour quel retour, on ne sait pas. Donc moi, je milite aujourd'hui, j'en parle, par exemple pour un label aussi, où on met Made in Bretagne, ou fait en France, ou en breton, enfin je ne suis pas bretonnante, mais voilà, qui valorise aussi des démarches, ça n'existe pas, et il y a vraiment beaucoup de choses encore à imaginer, à inventer. Sur l'enjeu de la trésorerie, que te dire? Aujourd'hui, encore une fois, j'ai des bouquins qui sont sous le coude, il me faudrait faire des financements participatifs. Et j'avoue que j'y pense, j'en prépare un, mais c'est beaucoup d'énergie, encore une fois, et sur certaines plateformes, tu vois, ça passe ou ça casse. Par exemple, sur un bouquin comme celui-là, on m'a dit à 3 000 €, c'est énorme comme demande pour le livre, ça va être super compliqué d'y arriver. J'ai dit, ouais, mais bon, je vais demander 5 000 en fait, parce que j'ai besoin de 5 000 sinon. Donc je me suis mis un gros challenge, un peu la pression, mais j'aime bien, mais c'était hyper compliqué. Et en même temps, j'ai pas envie de vivre ça à chaque projet que je fais, tu vois. Ça devient, une fois, c'est rigolo, parce que tu te mets un gros challenge. C'était pas la première, c'était la troisième. Ah oui. Donc c'était vraiment moi ça m'a fait un challenge qui m'a permis d'aller sur la vidéo, etc., d'aller un peu au-delà de mes, tu vois, de ma zone de confort carrément. Et c'était chouette comme expérience, parce qu'un banquier aujourd'hui, tu vois, j'ai été voir j'ai arrêté là la démarche, j'avais fait un super bilan prévis pour montrer que si on peut gagner sa vie. Il n'a pas ouvert mon bilan prévis, tu vois. Il m'a dit, écoutez madame, vous êtes dans les métiers de l'édition, alors nous l'édition et les boîtes de nuit aujourd'hui on finance plus, c'est trop à risque. Voilà, donc ça s'est arrêté là. J'avoue avoir pris un double revers, tu vois, genre pouf pouf. Je suis partie, j'ai pleuré pendant 1 heure dans ma voiture et j'ai arrêté. Et j'ai continué autrement, en faisant un livre toute seule et en comptant sur les ventes pour m'en sortir, ce qui est plutôt un pari réussi, on va dire, mais laborieux. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si je défends aussi ardemment mon travail, c'est pas que pour moi, c'est aussi pour que on montre que ces projets-là sont viables, qu'il n'y a pas que des gros éditeurs qui peuvent éditer. Et pourtant, les labels produits, du moins il y a le label produit en Bretagne, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez pour des grosses PME, quelque chose quand même. Je n'ai pas regardé les critères qu'il fallait. Oui, mais j'ai regardé il y a très longtemps, mais effectivement, ça s'applique plutôt au milieu agroalimentaire. Il y a sans doute un label à imaginer. Aussi sur les démarches menées. Je fais partie du réseau Livret Lecture en Bretagne. A priori, c'est des enjeux, des questions qui émergent quand même, vu l'époque, il est quand même temps. Et effectivement, il y a des éditeurs déjà engagés en ce sens. Tu vois, par exemple, entre mes 2 livres, là, il y a eu 3 ans quasiment, et dedans, j'ai intégré, alors évidemment, j'y avais pas pensé, mais j'ai intégré, recycler le bouquin, faites des cocottes en papier ou donnez-le, tu vois. Et par rapport à un entrepreneur un peu classique, est-ce que tu as l'impression d'être vu ou considéré différemment par le fait que du coup t'es un peu plus une artiste, en tout cas tu fais des produits, des services un peu artistiques. Est-ce que tu as vraiment l'impression de tu vis différemment ou pas du tout, ou c'est la même merde pour tout le monde? Je pense qu'être indépendant, c'est quand même un gros défi. Après, effectivement, produits culturels au sens large, c'est quand même un gros challenge. Je pense qu'il y a quand même une spécificité des produits culturels. Et en même temps, nos enjeux sont pas les mêmes entre une association qui peut bénéficier de prestations, de subventions, et puis des gens comme moi qui font le choix d'être indépendants. Tu peux donner des cours de photo sous format associatif, bénéficier de subventions, de locaux mis à disposition parce que tu as fait le choix de l'association, tu es un entrepreneur individuel, non. Après, on va te poser la question, et dans le fond, il n'y a aucune différence. Donc, tu vois, tout ça serait sympa de peut-être en rediscuter. Enfin, pareil, chacun fait son choix. Je t'ai parlé que j'étais en association avant. Par contre, j'estimais que j'avais pas à demander de subvention dans ce cadre-là. Voilà. Mais ouais, sur le produit culturel, c'est différent. Enfin voilà, on vend pas du pain, on vend pas des légumes, on vend pas des produits de première nécessité, et on le sait, et les chiffres le montrent, quoi qu'on en dise, que en période où les gens ont peur, où certains sont dans des vraies difficultés, faut pas le nier, il y a des choix de fait. Donc forcément, le produit culturel va arriver. Ça va être le premier squeezé, quoi. Non, il faut manger avant, quoi. Faut voir. Oui, et ça, honnêtement, je comprends bien que des jeunes qui sont pour beaucoup en précarité priorisent, quoi. Et c'est quoi les enjeux, justement, qui sont spécifiques, que tu me disais, par rapport aux autres? L'enjeu là, ça serait de dire on est essentiel, nos produits sont essentiels, et trouver le soutien éventuellement pour, comme je te dis, un logo déjà fait en Bretagne. Alors,
À chaque fois revient dans nos discussions la question du choix, tu vois. Genre, t'as fait un choix de métier, t'assumes, t'es artiste, c'est dur, précaire, normal, c'est un choix que t'as fait. Bah ouais, mais non, en fait. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Parce que justement, le contexte, il est global. Voilà, il y a la guerre ici, il y a des élections qui arrivent, les gens ont peur. Ils ont peur d'acheter peut-être plus, et peur d'acheter des produits culturels, enfin plus de budget pour, non, en fait, c'était pas non plus, ça dépend pas de nous, quoi. C'est pas parce qu'on est bon ou mauvais individuellement, tu vois, c'est plus large un problème. Projet de société, donc on a besoin d'être soutenu et puis qu'il y ait des politiques adaptées à nous. Enfin, je te disais hier, je discutais avec quelqu'un parce que je dis, mais en fait, nous, on ne demande pas la lune, en fait. En tant qu'artiste, je suis sur une commune littorale. Si je veux mettre des flyers dans l'office de tourisme, je suis obligée de souscrire à l'adhésion annuelle 150 €. C'est-à-dire, ouais, mais 150 € quand une grande compagnie qui fait des chiffres d'affaires 10, 20, 100 fois supérieurs au mien paye le même prix. C'est une cacahuète, pour eux. Pour eux, c'est une cacahuète. Pour nous, c'est important. À un moment, on peut juste adapter les politiques. Et comme je te disais tout à l'heure, moi, je préférais que la collectivité me paye pour aller faire des interventions dans des écoles que pour me verser un RSA, tu vois. Ça serait plus valorisant et beaucoup plus utile que le RSA. Et puis soutenir la création. Il y a toutes ces mesures simples. Je veux dire, les collectivités, acheter des livres, acheter autant aux auteurs locaux qu'à des maisons. Souvent, il y a des choses toutes bêtes, mais par exemple, les collectivités, là, pour pouvoir m'acheter du livre, peuvent le faire en direct, mais certains vont penser qu'ils doivent passer par un plus gros groupement parce qu'eux vont faire les factures via le logiciel, via le serveur en ligne, alors que je suis capable de le faire. Et certains vont me dire, bah oui, mais non, nous on n'achète qu'auprès de notre libraire. Alors, il faut faire tout un travail pédagogique d'information. Il y aurait sans doute des choses simples à imaginer. Et après, eux, je peux comprendre le souci, par exemple, de simplicité. C'est quand même un peu dommage quand on s'engage à faire un travail de qualité, et je pense que c'est mon cas et le cas de beaucoup d'autres, à s'entendre dire, on va pas vous acheter votre livre parce que vous êtes en auto-édité, quoi. Je pense que pour le coup, il faut être un peu patient parce que de plus en plus s'auto-édite. Et ça rentre de plus en plus dans les mœurs. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas, peut-être toi en interne, tu vois peut-être un peu mieux, mais c'est de moins en moins mal perçu. Même si c'est un choix, est-ce que pour autant il faut se laisser faire et d'accepter d'être dans la précarité? La précarité, non, ça doit pas être une fatalité. Non, je suis totalement d'accord. J'ai trouvé un slogan. Non, mais c'est extrêmement difficile à vivre dans une précarité continue. On accepte des charges liées à notre travail, mais on accepte un certain nombre de contraintes, évidemment. On sait que ça va pas être un métier sinécure, mais par exemple, je suis dans le visuel, dans la musique ou dans les arts vivants, il y a quand même des statuts qui existent, alors peut-être pas encore assez accessibles. On va parler du statut d'intermittent du spectacle, n'empêche qu'il existe. Depuis 3 ans, j'ai fait une centaine de causeries, des dizaines d'expos, etc. J'ai rien, tu vois, comme régime. J'ai pas de temps de création, et je le dis d'autant plus volontiers que j'échange très souvent avec des créateurs qui me disent, mais nous, en fait, on aurait besoin de ces temps de création, comme les musiciens, finalement, peuvent y arriver grâce au régime d'intermittence. Alors, je ne veux pas avoir un tollé de la part des musiciens, mais tant mieux, ils ont ce statut. Nous, on a encore tout à faire pour arriver à quelque chose comme ça, parce que, créer... c'est tout un processus. C'est tout un processus, quoi. Aujourd'hui, il est pas du tout... pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas financé du tout, quoi. Après, il y a des chartes qui existent quand même. Par exemple, il y a les syndicats de la photographie. Effectivement, c'est compliqué de voir combien réclamer pour des ateliers. Alors, il y a aussi, dans le livre et lecture, tu vois, il y a de la ressource sur les tarifs selon qu'on propose un temps de lecture ou autre. Voilà, ça existe. Après, dans les faits, c'est toujours la même chose. C'est est-ce qu'il y a l'argent pour ? Et est-ce qu'il y a la connaissance pour ? C'est-à-dire que certains libraires vont super soutenir notre travail, moi me font venir, m'indemnisent, quand d'autres lieux alors vont réclamer la gratuité. Et ce qui m'ennuie, c'est quand il s'agit d'une collectivité, par exemple les bibliothèques. Quand j'entends me dire on aimerait vous faire venir mais on n'a pas d'argent pour les animations et les médiations culturelles, tu vois, il y a toute cette terminologie que je maîtrise pas toujours, et puis
peu m'importe en fait. Mais je comprends pas, tu vois, je comprends pas qu'on fasse des outils, des maisons, des bibliothèques, des médiathèques, des ludothèques, des trucs qui coûtent des millions parfois et qui n'ait pas un budget de fonctionnement prévu, un budget culturel. Enfin, certains équipements, oui, mais pour avoir eu une expérience d'élu local, je me suis rendu compte que le budget de la bibliothèque était minable. Et donc, voilà, et au niveau culture, pareil, on faisait un marché estival, il faut que les artistes viennent bénévolement parce qu'il n'y a pas de budget. Mais à un moment, réfléchissons aussi globalement, on crée des outils culturels sur le territoire, mais il faut aussi les budgets pour faire venir les artistes, et y compris hors milieu associatif. On se faisait la réflexion avec un groupe d'entrepreneurs justement que beaucoup de ce qu'on fait est gratuit. Tu vois, on nous demande d'intervenir, faire des ateliers, des trucs très souvent bénévolement. Oui. On est beaucoup à accepter parce qu'on dit ça va nous rapporter un peu de visibilité, tout ça. Et je crois qu'il y a un gros ras-le-bol aussi de ces trucs-là, notamment dans le secteur un peu de la formation, du coaching, tout ça. Quand on fait des ateliers, les gens ils viennent pas forcément quand c'est gratuit, ça prend du temps, c'est pas rentable, au final il n'y a pas de clients. C'est encore beaucoup de pédagogie à faire auprès de tout le monde, des institutions en particulier. Oui. J'ai l'impression que ça commence à venir sur certaines institutions de rémunérer la personne qui intervient. Oui, non, mais c'est pas simple. Et quand même pour être clair, je refuse de faire du bénévolat. Quand je te parlais tout à l'heure, j'ai accueilli un groupe, c'est parce que j'avais prévu d'être présente que j'ai invité la prof, en l'occurrence de mon fils, à venir. Mais par principe, non, je refuse de faire du bénévolat auprès des collectivités. Par principe, je considère qu'ils doivent trouver les fonds pour me rémunérer. Donc c'est pour ça que je n'expose pas autant que je pourrais le faire, parce que justement je me refuse à la gratuité systématique, ce qui est complètement différent quand je vais sur des lieux privés, etc. Mais après, tout est compliqué, tordu, tu vois. J'ai loué une salle sur une commune, que je ne vais pas citer. Si je déclarais que je ne vendais pas mes œuvres, la salle était mise à disposition gratuitement. Si je déclarerais, donc c'est toujours une déclaration sur l'honneur, entre guillemets, que je vendais des œuvres et mon travail, donc j'ai dit écoutez, moi j'ai des livres, donc c'est quand même, il y a un prix dessus, je vais pas mettre des gommettes pour faire genre je vends pas, quoi. Là je devais payer la location. Donc, on est où là ? Donc en gros, c'est les gens qui n'ont pas d'enjeu financier qui viennent donc là vendre des toiles hors besoins financiers, qui vont avoir la gratuité, là où le pro qui est en galère doit en plus payer, tu vois. Enfin, on en arrive à des absurdités complètement dingues. Ça m'a un peu gonflé, j'ai mis 6 mois à payer la facture parce que je m'étais engagée, mais j'ai trouvé ça dégueulasse, d'autant que les règles avaient changé entre le moment où je me suis positionnée et où l'expo est arrivée. Dans les faits, il n'y avait plus de fléchage. Or, un lieu pas fléché, il n'est pas vu. Et en fait, on a toujours, en tant que pro, cette espèce de concurrence déloyale vis-à-vis de gens dont ce n'est pas l'activité professionnelle. Et ça, je ne veux pas mettre à dos non plus tous les amateurs. Loin de moi ce propos. Par contre, il faut juste accepter qu'à un moment, on n'a pas les mêmes règles fiscales, comptables, etc., qu'on paye des charges tous les mois. Si aujourd'hui, je demandais à mon boulanger d'aller sur un salon pour aller vendre du pain et qu'à côté de lui, il y a un mémé ou pépé qui fait son pain et qui vend à moitié prix parce que lui, c'est pour arrondir ses fins de mois, je demande à voir la tête de mon boulanger. Nous, c'est ce qu'on vit sur tous nos salons. Et d'ailleurs, ça me fait penser quand même qu'avoir un SIRET artiste, que les charges dépendent du revenu, du chiffre d'affaires. Donc ça permet de s'inscrire dans, pour moi, une démarche professionnelle ou professionnalisante, etc. Mais d'être carré. Je suis aussi pareil, je suis une fille un peu de principe parfois, mais je considère qu'à un moment tu te dis artiste, tu prends un SIRET, quoi, et que là tu es taxé au prorata de ton chiffre d'affaires, pas de ton revenu. Donc voilà, donc là, et ça me paraît du coup apaiser les choses. C'est une toute petite démarche qui se fait très rapidement et ça permet de clarifier. Je trouve que c'est le minimum syndical. Je dis des choses ça m'empêchera pas d'avancer et de mener mes projets. Je crois aujourd'hui que mon travail plaide pour moi. J'ai fait des financements participatifs, je vends du bouquin, je fais des causeries, j'ai fait une centaine de dates aujourd'hui, etc. Donc je bosse, j'avance, je continue. Ça n'empêche que c'est pas évident, que beaucoup renoncent et que moi j'ai envie de dire non, on est hyper important. Je l'évoque dans Paysanne par exemple, où il est question des femmes
agricultrices, mais c'est vrai pour les femmes indépendantes, c'est vrai pour... en fait, beaucoup n'ont pas le temps, et je pense que toi, tu peux en témoigner peut-être, ou tu me diras le contraire, peu importe, mais en tant qu'indépendant, moi, j'ai pas trop le temps d'aller prendre des engagements, tu vois, à la chambre de métier. Enfin, on m'a jamais sollicité d'ailleurs, hein, mais il y a vraiment aussi cette question de temps consacré à la représentation, qui est souvent un temps bénévole, tu vois. Donc, comment tu le trouves ? Beaucoup ne le trouvent pas. Donc, on n'est représenté nulle part. Ouais. Forcément, on ne parle pas de nous. Apparemment, il y a une personne à la région Bretagne qui travaille sur les questions liées propres au métier d'art. Voilà. Je pense que à partir de là, les choses sont dites. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu un monde qui est assez niché. C'est une petite bulle. Et par rapport au reste du monde, c'est un peu l'inconnu, du moins. C'est un peu, c'est les artistes, c'est les gens pas bizarres, mais les gens un peu perchés, ils font leur truc de leur côté. De toute façon, ils vivent de cacahuètes, d'amour et d'eau fraîche. C'est important ce que tu dis pour justement, en fait, faut être représenté. C'est vrai qu'on manque de représentation, en plus les métiers d'art, l'artisanat en particulier. Moi, je suis pas mal engagée sur les questions de transmission et de faire perdurer des savoir-faire. On a des savoir-faire qui disparaissent. Oui, enfin, tu vois, c'est aussi l'expérience. À un moment, toutes ces aventures professionnelles amènent à une réflexion. Mais par exemple, il y a 20-25 ans, là, je sortais de la fac, etc. Et je suis tombée dans une association dont qui défend le droit des consommateurs. Bon, bref. Et une des demandes, c'était que les gens, des consommateurs, qui viennent représenter le droit des consommateurs à accéder à l'énergie, à l'eau, à machin, puissent être indemnisés, tu vois, parce qu'ils vont à Paris, ils prennent leur journée, ils doivent prendre une journée de vacances, etc. Donc, tu vois, normal en fait qu'ils soient indemnisés, sinon personne ne veut. À moins quoi, à moins de privilégier d'avoir un statut privilégié ou etc. Ouais. Mais donc ça c'est une vraie question de fond. Il faudrait qu'on puisse donner aux gens qui ont envie de s'impliquer, par exemple dans des actions collectives, les moyens de le faire. Et est-ce que tu recommanderais ce statut à un artisan qui se lance le statut d'artiste ? Alors d'artiste, non, je pense qu'il n'est pas adapté, tu vois. Ouais. Ça serait dépendre de la chambre des métiers et de l'artisanat. Mais là, je ne serais pas la plus compétente, mais honnêtement, moi, D'après ton expérience, vraiment, artiste, c'est mauvais bail. Quand on est artiste polyvalent, pour moi, j'ai pas trouvé la clé. Par contre, je sais que des artistes qui sont un peu mono sujet, activité, en sont très contents parce qu'ils ont un droit à la formation qui est accessible assez rapidement, tout ça. Mais moi, j'en ai pas du tout profité. Chaque cas est unique. Par exemple, quand tu es artiste et beaucoup donnent des cours, il va falloir réfléchir à une extension d'activité. Alors, il y a une certaine limite d'heures, il y a plein de cases, donc il y a des marges de manœuvre. Je ne suis pas la personne la plus compétente sur le sujet. Par contre, je trouve important que des gens qui ont envie d'aller participer à des salons de peinture parce qu'ils ont cette passion-là, ils veulent en faire un métier à court terme ou en tout cas en activité complémentaire parce qu'ils ne veulent pas se lancer tout de suite. Des toiles. Et ils le prennent et puis ils paieront leurs impôts dessus et puis... Ils font comme tout le monde. Et voilà, ils font comme tout le monde. Et puis c'est bien pour montrer qu'il y a des artistes, quoi. Et puis ça se rémunère. Voilà. Et du coup, ils vont revoir leur prix, peut-être. Forcément, à partir du moment où tu as des charges, normalement, tu inclus tes charges dans ton prix. Et que dirais-tu à un futur artiste qui s'apprête à se lancer ? Aller rencontrer d'autres. Moi, je trouve que c'est toujours... Alors, je sais pas, vous êtes peut-être une génération plus dégourdie que la mienne, mais c'est hyper important d'aller prendre son téléphone et d'aller rencontrer, et pour échanger, sur les façons de faire, sur tous les plans fiscaux, administratifs, etc. Ouais. Mais il faut croire en ses rêves, c'est ce que je dis. Ça ne veut pas dire être naïf. Attention, quand je dis ça, c'est la formule polissée de bouge-toi les doigts du... Voilà, on a compris. Voilà. J'avais envie de faire une petite interview de réseaux sociaux. Parce que du coup, comment on communique quand on est artiste avec multiples casquettes ? Quand on fait plusieurs choses comme toi, comment on fait ? Je sais rien. Je t'ai dit, je suis très nulle, donc viens pas me demander de conseils là-dessus. La communication de façon générale. Je parle pas forcément que des réseaux sociaux. Comment je fais, c'est ça ? Ouais.
Bah là, je te dis, je viens de changer un peu de ton sur mes réseaux justement pour mettre... Parce que c'est aussi à force du temps, tu vois, j'ai commencé à parler beaucoup de photos nature parce que je crois que la photo est un outil assez super pour faire de la sensibilisation à l'écologie, l'environnement. Bref, donc j'ai fait beaucoup de jolies images, macro et tout. Puis en même temps, derrière, il y a toujours un discours de fond, tu vois, qui émerge assez vite. J'ai pu en parler, j'ai fait Paysanne, j'en parle beaucoup en creux, tu vois, de toutes ces questions d'enjeux de société, tout ça. Finalement, le ton change. J'ai envie d'être peut-être... j'ai pas changé, je suis toujours la même en fait, mais par contre peut-être mettre en avant davantage cette dimension sociale au vu des enjeux du moment et des enjeux tu vois, globaux comme on dit, qui nous regardent. Donc voilà, et puis après, par exemple sur un bouquin, là j'avais fait appel à une agence de presse pour m'aider un peu, voilà, donc plusieurs expériences. Donc, plus ou moins réussi à chaque fois. Les financements participatifs, ça permet de faire d'étendre le réseau. C'est pour ça que j'envisage de le refaire, même si c'est beaucoup d'énergie, par exemple. Donc j'essaye d'utiliser des canaux différents. Il ne faut pas se leurrer, la com est hyper importante, sauf à être dans un marché local avec... dans une demande très spécifique, très nichée, où il y a de la demande qu'on vient de chercher. Ouais, voilà. Bah évidemment, ouais. Là, Et du coup, tu priorises peut-être un point particulier du coup ça et tu utilises différents canaux pour pouvoir justement... Bah moi c'est plutôt tout le travail de fond, là je l'ai rassemblé sur mon nouveau site web avec l'idée quand même que les gens accèdent à de la ressource et moi mettre en avant mon travail aussi, hein. Derrière la démarche elle est là clairement de vendre du contenu, y compris du contenu dématérialisé. Et après là honnêtement je suis un peu en mode bon je vais tenter pas mal de choses, pour ma part je vais faire comme toi, je vais aller vers le podcast justement parce que j'ai plein de sujets que j'ai envie d'explorer dans la continuité de ce que j'ai fait. Ça me paraît un média intéressant. La vidéo couplée ou pas, à voir. C'est-à-dire qu'il y a comme ce qu'on fait là, c'est-à-dire être filmé pendant l'interview, mais à côté de ça, tu vois, comme je fais un peu de vidéo sur mes reportages, par exemple, je me dis, tiens, j'aimerais bien la mettre en ligne, tu vois, mais avec là un vrai travail esthétique derrière, tu vois, etc. Je suis plutôt vers là. YouTube, envie de développer une chaîne, mais parce que derrière... Des formats longs. Pas forcément long. Pas forcément par rapport de plusieurs minutes. J'appelle ça un format long. D'accord, ouais. Ouais, après, encore une fois, j'ai pas envie, tu vois, là je dis, sur un format podcast, je suis incapable de me dire, je vais faire à chaque fois 28 minutes avec 2 de jingle, 1 de présentation. Je pense que ça va être fluctuant. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie d'offrir un contenu... tu vois, du contenu à des gens qui lisent pas, par exemple. Donc moi je me dis tiens, t'es dans ta voiture, moi j'écoute du podcast, mes textes écrits je peux les partager là, les lire, tu vois, une simple lecture. Et puis à côté de ça j'interroge Florian. Florian, j'ai un bout d'interview de ce type dans son fournil. Il explique son métier, il explique ses engagements sociaux, il interroge sur le prix du pain, il interroge sur pourquoi il y a autant de différences, pourquoi il y a autant de gens dans la galère alimentaire, pourquoi plein de trucs. Je trouve ça hyper riche. Donc j'aimerais bien, tu vois, pouvoir faire un petit format interview, reportage. Je suis d'une génération, je sais pas si tu connais, mais j'adorais écouter Là-bas si j'y suis de Daniel Mermet sur France Inter, qui est très bousculé en ce moment, peu importe, mais en tout cas c'était un type qui allait à la rencontre des gens sur le terrain et je trouvais ça top comme format. Et puis une émission télé que j'aimais beaucoup, belge, Striptease, que je t'invite à regarder. Je crois que ça me dit un truc. Voilà, et je me dis, tiens, tout ça, finalement, tu vois, 20, 30 ans plus tard, t'es là. Ah ouais, en fait, finalement, mon travail, j'avais pas calculé, mais il arrive là. Du coup, si je comprends bien, pour que peut-être les auditeurs s'inspirent, quand on a plusieurs activités, plusieurs casquettes comme ça, comme je dis, pour communiquer, tabler sur différents canaux, peut-être faire des ponts, tout simplement. Ouais. Et puis tester des trucs, quoi. Ouais, il faut être multicanaux, en fait. Là, tu vois, j'écoute un podcast qui est hyper intéressant, qui donne un peu des billes là-dessus. Effectivement, il faut valoriser son contenu, quoi, à chaque fois, adapté au réseau. C'est un travail qui demande de la rigueur, de la planification, et je trouve ça important de le prévoir. En tout cas, quand des gens comme toi... où moi on a envie d'être un peu visible aussi, tu vois, donc c'est effectivement aller sur les différents canaux, valoriser les contenus. Voilà, par exemple sur Instagram, j'essaye de faire des posts plus courts que sur Facebook, tu vois. Et là
sur Facebook, tu vois, j'ai encore profil, page. Alors j'ai du mal à cerner les deux. Et en même temps, j'adore le côté page, où les gens disent j'aime et tout ça, parce que je trouve que c'est plus réactif que le profil, etc. Bon, moi, c'est loin d'être parfait. Et puis, tu vois, Pinterest, que j'ai jamais investi, on vient de m'en reparler pas mal. Avec, par exemple, c'est alors, vrai ou pas, tu vois, j'ai juste fait un post, donc j'ai pas du tout de retour, évidemment. Mais où là, par contre, les publications aura une durée de vie beaucoup plus longue. Et donc, effectivement, c'est hyper intéressant parce que ce qui est frustrant sur Insta ou Facebook, c'est que c'est des publis visibles là, valables quelques heures, quoi. Ouais. Donc, oui, c'est embêtant. Après, ben, évidemment, je recrée pas le contenu à chaque fois, c'est juste pas possible. Non, bah, je pense pour le coup, faut, surtout quand il y a plusieurs canaux comme ça, le recyclage est important. Cette notion de recyclage, ça peut être un peu, tu vois, péjoratif, en mode elle se foule pas, mais pas du tout. C'est juste que tu optimises ton temps de travail. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est juste une démarche normale de pro et de pro exigeant et qui compte son temps, au contraire. Pour revenir à Pinterest, c'est vrai que ça a été prouvé, hein, la durée de vie des posts sont beaucoup plus longs. Mais Pinterest, c'est pas un réseau social comme un autre, c'est plus un moteur de recherche. Et du coup, ça s'utilise pas du tout de la même façon qu'Instagram ou Facebook. Et selon les activités, je trouve que c'est ultra pertinent d'être sur Pinterest. Moi, je bouffe Pinterest au quotidien. Et il y a des articles de blog, des vidéos YouTube, notamment parce que je suis autodidacte. C'est des trucs qui sont ultra utiles. Et Instagram et Facebook, LinkedIn, ils ont aussi cette fonction d'enregistrement, un peu sur cette même base, qui, je trouve, qui permet d'allonger la durée de vie des posts. Et c'est trop bien parce qu'on peut le garder de côté, parce qu'il y a quand même sur Instagram des contenus ultra pertinents et ultra intéressants, et c'est aussi pour ça l'intérêt aussi des formats longs. Et tu crois, justement, quand on parle des réseaux sociaux, les réseaux sociaux peuvent être une façon de sensibiliser justement le grand public et d'améliorer l'image en fait de l'artiste. Je me suis pas posé la question comme ça. Oui, bah pour moi, effectivement, c'est un lieu quand même où... Alors sur Pinterest, tu vois, c'est beaucoup apparemment de gens qui regardent. Moi, je suis la première à aller voir les créations. Et puis moi, ça me permet quand même de me rendre compte de la qualité du travail, quoi. Quand je dis, oh tiens, je vais faire un petit tissage, t'es là, 10 heures plus tard, t'as un truc tout moche. Tu dis, bon, bah quand même, il y a des compétences. Donc oui, moi, ça me permet de me rendre compte quand même que... Enfin, il y a de la qualité, il y a du travail, tu vois. Par exemple, moi, je trouve ça... C'est un truc très personnel, hein. Mais tu vois, il m'a fallu beaucoup de temps aussi. Mais j'ai du mal à comprendre les gens qui disent ne pas photographier, tu vois, dans des expos, dans des vitrines, ouais. Parce que peur du pompage. Mais je veux dire, moi, ça me pose un peu question. Je pense que c'est un peu s'illusionner, entre guillemets. Un jour, ton idée, elle est reprise de toute façon, et la tienne, elle arrive de quelque part, tu vois. T'inventes pas l'eau chaude, enfin, rarement, quoi. Certains, tu vois, se méfient des réseaux sociaux pour cette raison-là, par exemple. Je trouve ça un peu dommage, parce qu'au contraire, montrer à quel point ton travail est original et tout, tu vas pas être forcément... Enfin, tu vas sans doute inspirer des gens, tu vas te faire copier, mais si t'es bon dans ton domaine, puis ça va peut-être t'obliger, toi, toujours à innover. Quelque part, j'ai envie de le voir comme ça, tu vois. Voilà. Mais oui, pour moi, oui, les réseaux, bien sûr, participent à montrer la qualité du travail, mais... pas tout... Enfin, oui, mais non aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que diffuse Instagram là, tu vois, j'ai fait un article hier un peu vindicatif. Encore une fois, j'ai très peu de likes. Après, je sais que ça circule quand même. Mais quand je vois qu'il y en a 3 millions sur un chat, des fois, je me suis dit, tiens, je vais faire un imbécile parce que je me dis, tiens, là, j'ai des poussins à la maison, je vais aller faire une vidéo, tu vois. Non, mais juste encore une fois pour interroger sur ce qui passe et plaît, etc. Et en même temps, ça n'empêche que je m'interroge sur comment m'adresser à un public plus jeune, tu vois, en ce moment. Je trouve ça important en tant qu'adulte, tu vois. Maman, plutôt, tu vois, de grands enfants, de s'adapter aussi à la demande des jeunes, tu vois. Ah bah pour le coup... Et comment passer des messages aussi, que j'espère intelligents, mais tu vois, garder cette place-là. C'est pas parce qu'on est les daronnes ou les darons qu'on n'a rien d'intéressant à dire. Enfin, voilà, je trouve ça important, les échanges entre générations. Donc rien que pour ça, j'ai pas envie de quitter les réseaux sociaux, même si ça me pose plein de questions. Et à l'opposé des réseaux sociaux, tout à l'heure, tu me parlais du local. Ouais. À quel point c'était peut-être une mauvaise idée. Raconte. Tu veux me faire dire plein de choses. Ah là là. Ah, c'est jeune. Ah là là.
Alors, non, les locaux, c'est une grosse problématique. Moi, aujourd'hui, je suis sur une commune littorale. Alors, il y a la question du logement qui se pose pour les jeunes. Donc là, pareil, je ne me refais pas, désolée, hein, les gens ils vont peut-être être saoulés, mais je considère que c'est une grosse problématique depuis très longtemps, l'accès au logement pour les jeunes. Voilà. Mais le logement perso comme le professionnel. Et aujourd'hui, je suis sur un territoire urbain, littoral, extrêmement prisé. Donc avec des prix absolument inabordables et les boutiques les loyers de boutiques vont être extrêmement chers. On est dans certains secteurs de ma ville à 3 000 €. Donc comment payer un tel loyer, ça me pose question. Et au-delà de comment payer ça et donc du chiffre d'affaires à faire, etc., c'est toute une réflexion aussi sur le travail. C'est-à-dire, est-ce que nous qui avons souvent du mal à nous rémunérer, ou nous qui travaillons, est-ce que moi j'ai plus envie de donner mon loyer à quelqu'un qui va, pour moi je fais court, hein, mais qui va s'enrichir sur mon travail. J'ai envie que mon travail, moi, commence par me rémunérer, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être déjà bien pour commencer. Voilà. Quoi. Et donc j'ai eu une expérience effectivement où, comme je te dis, j'attends pas. Donc à un moment je me suis dit, j'ai envie d'exposer, j'ai envie d'avoir un peu de culture, de faire des causeries, machin. Je prends un lieu. Donc je prends le lieu... un lieu dispo, tu vois, il n'y en avait pas beaucoup, il était vide, j'ai tapé à la porte, etc. Est-ce que je peux venir quelques jours, semaines? Et puis ça a duré un peu plus longtemps. Et donc on m'a dit, ouais, super, c'est bien d'être là, madame, vous dynamisez cette rue un peu morte. Sauf que, au bout de 10 mois, très vite, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas commerçante, donc pas de stationnement. Et puis tu te rends compte, comme je te disais tout à l'heure, pour les collectivités, j'ai demandé à faire un fléchage, on m'a dit, non, on flèche que les restaurants. Donc, ok. Donc on est non essentiel, on comprend bien, je fais de l'ironie bien sûr. Voilà, donc en fait, j'ai demandé à mettre une affiche en passant par les bonnes cases, c'est-à-dire en demandant à l'administration. On m'a dit, en fait, votre devanture, il faudrait refaire un ravalement de façade en fait. Donc refaire un ravalement de façade, ça se compte en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros. Donc comment faire ça quand on est propriétaire, qu'on a une activité précaire, un bail à court terme ou voire un bail précaire, etc., etc. Donc très vite, parce qu'on n'a pas réussi à monter un collectif pour plein de raisons, tu vois, mais aussi parce que le fait est qu'à un moment, on a testé la haute saison, on n'a eu personne à passer, on a dit, on arrête. Tu vois. Donc certains m'ont dit, faut pas que tu vives ça comme un échec. Non, je le vis pas comme un échec, je le vis comme une expérience parce que je suis sage et un peu réfléchie. Mais n'empêche que ça pose quand même de vraies questions de fond. C'est-à-dire qu'on nous dit, prenez des lieux, ouais, mais où? Comment? Avec quel argent? Donc aujourd'hui, ma réflexion, tu vois, on est aujourd'hui là, je sais pas si on peut le dire, mais on est à la Maison de la Presse à Châteaulin, où je t'ai proposé de nous rencontrer parce que justement, c'est une initiative qui m'intéresse fort, c'est-à-dire qu'on est sur une démarche d'achat, mutualisation collective pour faire perdurer un lieu culturel, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, mon envie sur mon territoire, ça serait de monter un collectif, alors, avec des artistes, avec peut-être d'autres, tu vois, mais bref, pour qu'on ait un lieu de travail, un lieu de visibilité, un lieu qui vit, que notre travail nous sert. Voilà. Donc là, c'est vraiment la réflexion. Donc s'il y a des gens qui ont des compétences, moi je prends, en tout cas, parce que ça a l'air simple, ça l'est pas toujours. Et j'ai l'impression que si on n'est pas sur les réseaux sociaux, et si on a un parc local pignon sur rue, comment on fait pour être visible et pour du coup rendre son activité moins précaire et plus accessible éventuellement aussi au public? Détaille-moi un peu du coup ce que tu mets en place et ce que tu aimerais du coup pour faire bouger un peu les choses. Donc il y avait cette idée de collectif au sein de ta commune pour mutualiser. Moi, ça passe toujours par les bouquins, par le témoignage. Le podcast à venir, c'est vraiment mon projet parce que je pense justement... en fait, ça va être le même principe, c'est-à-dire faire témoigner des gens de terrain, tu vois. Je pense, et pareil, ça c'est ma culture, mon itinéraire professionnel qui m'a amené à être sensible à tout ça. Mais je pense que c'est important, quand on parle d'un sujet, qu'on s'intéresse aux personnes qui... Voilà, on parle de culture, il faut parler aux gens qui font la culture. Et c'est pas que les associations...
c'est aussi les professionnels, les indépendants, voilà. Et ça, du coup, à travers le podcast, j'ai envie de continuer à faire une information, sensibilisation. À leur donner la parole. À leur donner la parole pour remonter les problématiques. Alors, ça a l'air évident, mais ça l'est jamais. Tu vois, tout à l'heure, je prends des fois des anecdotes, mais je me rappelle, par exemple, dans la commune où j'étais, qu'il fallait refaire la cantine. Il y avait toute une réflexion, tu vois, sur la cantine scolaire. On a refait la cantine, les cantinières n'ont jamais été consultées. Quand même dingue. Et c'est souvent comme ça. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que effectivement, il faut qu'on crée des cellules et des lieux où il y a de l'argent mis, oui, pour, par exemple, réunir les métiers d'art. Aujourd'hui, Créa l'Ouest, et je salue Corinne, que je connais, elle fait un travail remarquable, mais à quel prix ? Parce que c'est de la négation totale, en fait, de monter ce qu'elle fait, parce qu'elle pallie un manque criant de la part des chambres de métiers. On en a parlé tout à l'heure, mais tu vois, je vais en formation, il y a des formations généralistes super bien, mais c'est vrai que... Mais quand je me retrouve avec que des maçons, poseurs de pompes, tu vois, à chaleur, machin, on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Bon, j'exagère, mais quand certains cherchent à se dire... Alors, au niveau comptable, comment je fais pour faire un peu de blague sans que ça se voit et que toi, tu es juste à te dire comment moi, je m'en sors ? Tu vois, on n'est pas... Et je le dis en rigolant, parce que mon père était maçon, donc je connais très bien les problématiques de certains métiers. On n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de revenus, d'argent. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Donc du coup, voilà, moi j'ai été en formation, et là tu vois, je prévois d'y retourner. On m'a dit, appelle avant le formateur pour qu'il se renseigne un peu sur les spécificités de tes métiers. Bref, il y a encore un travail à faire là, adapté au métier d'art, je pense, de façon générale. Et puis moi, c'est vrai que moi, la première, j'ai dû faire 3 formations avec la Chambre des métiers. Ouais. Tout le reste, c'est des trucs que j'ai payé de ma poche. Donc j'ai dépensé énormément d'argent en formation auprès de formateurs indépendants. Donc même pas financés par CPF. Et même si c'est des formations qui m'ont beaucoup apporté, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas accessible. Alors je sais, c'est mes économies quand j'étais dans la marine qui m'ont permis de m'en sortir avec mes 900 € par mois. Là, il y a des formations à peine qui commencent à émerger, c'est de très nicher, photographe, métier d'art et tout ça, mais c'est pas forcément encore très accessible forcément parce que c'est pas financé par quelconque organisme, et c'est des choses qui est normal, que ça coûte cher, c'est beaucoup... Pour moi, ça me paraît normal, le prix me paraît justifié, notamment quand c'est un indépendant qui le fait, et ça pose aussi la question du comment on se forme quand on est... Quand on fait un métier d'art, À la Chambre des métiers, il faudrait effectivement, les gens peuvent aller voir le catalogue de formation en ligne. Tu vois, moi je regarde souvent les métiers d'art et tout ça. Il y a, à part, tu vois, monter des luminaires, il y a une formation métier. Mais il y a, voilà, après, tu vois, sur les réseaux sociaux, c'est pareil, il y a des espèces de modules de base. Par contre, pour aller plus loin, quelquefois dans le contenu, voit les limites en fait. Moi je sais que la dernière fois la jeune femme elle est super, elle m'a donné des clés, tu vois, refaire une fiche Google Business et tout ça, mais en même temps moi je lui ai fait part, tu vois, de ce que j'ai expliqué là, que j'étais perdue sur les réseaux, que je voyais aucun résultat, et en fait je l'ai un peu... elle était un peu en mode, ah bon, non, en fait, Instagram et Facebook, c'est hyper dur. Et à un moment, il y a peut-être d'autres choses. Et qu'est-ce que tu recommanderais à un artiste qui peut mettre en place à son échelle pour justement participer à résoudre ces problèmes, à faire un peu bouger les choses ? Individuel, c'est toujours beaucoup d'énergie. Il y a la fameuse expression, quand on est tout seul, on va vite, quand on est plusieurs, on va loin. Alors, tu vois, je suis toujours dans un entre-deux. Mais je pense que le collectif est hyper important. Et mon conseil, je le donne, quel que soit en fait finalement le thème sur lequel j'interviens, c'est faites partie d'un collectif, trouvez-vous ce temps-là, que ce soit un collectif pro ou amical, tu vois, enfin même d'échange, tu vois. Donc les réseaux de femmes, il y en a quand même un certain nombre qui existent. Enfin, ça permet de se redonner des coups de boost aussi quand il y en a besoin. Je dis ça tout en ayant, depuis le Covid, constaté qu'il y avait beaucoup moins de réseaux, je trouve, fonctionnels par rapport à avant. Je trouve que, tu vois, et ça me manque. Donc là, je suis en train de faire ce travail de identification des réseaux pour y aller, et j'avoue que j'en repars à chaque fois de là avec un réseau d'adresses étendu, c'est pas négligeable. Et au contraire, je le conseille. Je pense que je l'ai négligé faute de temps. Et du coup, pour terminer cet épisode, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir ? Faut pas arrêter de se battre.
Il y a beaucoup de problèmes, mais aussi on peut faire quelque chose, mutualiser et se réunir, prendre des initiatives. C'est vrai que beaucoup attendent que les initiatives viennent et faut oser les lancer. Ouais. Est-ce que les gens peut-être qui sont dans ton coin peuvent te contacter? Tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant, tout de suite pour éventuellement commencer à créer une force de groupe? Ah ouais, pourquoi pas me contacter. Je sais pas comment tu prévois de mettre le lien, tout ça. Moi j'ai mon site, il y a toutes mes coordonnées, c'est facile de me joindre. Effectivement, plus on est de fous, plus on rit. Je vous invite, si vous êtes situé dans le sud Finistère, à contacter directement Joanne avec le lien